Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, je poursuis encore, donc sans trop tarder, je démarre directement avec cette review, avec la pochette que je vous avais promis en fin de vidéo. Donc attention, je vais vous le montrer. Extreme Rules 2012, avec à l'affiche John Cena versus Brock Lesnar. Et oui, sachez que je n'ai pas, on va dire, la pochette déjà d'origine. Car celui-là, je l'ai eu avec un magazine de catch. Je ne sais plus si c'était avec Planet Catch, Top Catch, je crois que ça s'appelait. Je sais bien que j'avais eu celui-là avec Best of Pay-Per-View 2011 et 2012. Et qu'il y avait aussi le Survivor Series. Mais sauf que je n'avais que celui-là. Et que j'avais apprécié aussi ce Pay-Per-View. Donc j'avais vraiment apprécié. Peu importe ce qu'on peut dire, mais j'ai adoré quand même. Et qu'on sait bien que c'est là où Brock Lesnar il fait son grand retour et qu'il décide d'affronter directement John Cena. Et qu'il commence très très bien les hostilités. On va voir ça. Donc là on voit John Cena, enchaîné sous le poteau. Ouais, il est enchaîné sous le poteau alors qu'il est en sang, tandis que Brock Lesnar, lui, il descend, c'est pour le matraquer. Hein, et qu'on va commencer directement avec les matchs. Le premier match, mais qui ne figure pas sous la carte, qui figure dans le même show, mais qui ne figure pas sous la carte, et qu'il est présent, si je crois, sur YouTube. Ah, parce que je sais bien que maintenant les kick-off, c'est sur YouTube. Et il y avait un moment, interview spéciale de CM Punk. Donc il y a eu l'interview comme quoi il avait réussi. Je vais pas spoiler, hein, je vais spoiler à la fin, mais sinon je vais pas spoiler ce qu'il y a eu entre CM Punk et Chris Jericho, même si vous le saviez, mais je préfère le dire à la fin. Voilà. Donc le premier match, comme j'ai dit, Santino Marella contre le Miz. Enfin, je l'ai peut-être pas dit, mais on va dire le premier match qui ne figure pas sur la carte, mais qui est un kick-off. Santino Marella contre le Miz. C'est Santino Marella qui bat le Miz avec le Cobra, et que c'était le titre des États-Unis qui était en jeu. Et quand je regarde ça, je me suis dit, c'est quand même naze quand même qu'ils ont mis ça sous le kick-off. Et que si je crois bien, Santino Marella avait battu Jack Swagger dans un match en cage pour devenir champion des États-Unis. Voilà. Je mets un 3,10 ce match-là. Ensuite, la carte principale, Randy Orton contre Kane dans un Falls Count Anywhere match. Donc les tombées peuvent se faire n'importe où dans l'arena. Et qu'il y a la petite histoire qui a un peu monté d'un cran. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Vu comment Randy Orton a perdu face à Kane à WrestleMania 28, il décide d'avoir une petite revanche face à Kane. Sauf que Kane, lui, il utilise une stratégie pas très glorieuse. C'est en attaquant directement le père de Randy Orton et en attaquant le fils directement. Et qu'après qu'il a terminé son passage de destruction en détruisant Bob Orton et Randy Orton, il en termine cette phrase avec « J'adore les réunions de famille ». Comme un vrai tueur en série. Et que je me rappelle lors d'un saignement où Randy Orton met Paul Bearer dans la chambre froide. Et que Kane dit que ça lui faisait ni chaud ni froid que Paul Bearer se fasse congeler ou bouillir en enfer, car ça lui importe peu. Donc la mort de Paul Bearer lui importe peu. Et qu'après, Randy Orton, il a utilisé une tactique, c'est prendre la barre de fer, tabasser Kane, et qu'ils vont l'utiliser pendant le match. Donc ils vont se battre dans le ring comme à l'extérieur du ring, dans le public également, et même dans la rampe d'entrée. Et après, ils vont aller dans les vestiaires. Ouais, ils vont aller dans le vestiaire, ils vont justement se battre, ils vont aller... où est-ce qu'il y a... Attendez, je crois qu'il y avait un genre de coulisses où il y avait
les rookies de la NXT. Enfin, NXT, et que même Zack Ryder était là aussi. Donc je me rappelle qu'ils ont rentré dans la pièce, mais sauf que Randy Orton, ben, il se fait allumer, et que quand Zack Ryder voit Kane passer, et qu'il essaie de passer son chemin de destruction sur Randy Orton, eh ben, il attaque Kane, Zack Ryder, mais que les coups de Zack Ryder lui font rien du tout. Il a fallu que ce soit Randy Orton qui lui sauve la peau. Et après, il retourne dans l'arène. Il retourne dans l'arène. Et que, si je crois bien, attendez. Ils vont combattre pendant un long petit minute sur le ring. Et que Kane a voulu faire le chokeslam ou le tombstone piledriver. Mais il aura mal utilisé son coup. Et que Randy Orton aussi a mal calculé son coup en faisant le RKO directement. Il a fallu d'un moment d'inattention pour qu'il fasse un RKO sur la chaise. Et que sa victoire de Randy Orton, justement. Et que ce match-là, mieux qu'à WrestleMania 28, je lui mets 3,40. Voilà. Peu importe ce qu'on peut dire, mais je lui mets 3,40. Le deuxième match, alors oui, ils n'ont pas mis tous les matchs d'un coup, c'est assez dommage, et pourtant j'ai la liste sur les yeux. Donc c'est un petit peu mal organisé de la part de Planet Catch d'avoir mis les matchs pas beaucoup, quoi. Alors que quand on regarde, il y en a. Donc Brodus Clay contre Dolph Ziggler. Et que Brodus Clay, il était accompagné par les Funkadactyls, donc Naomi et Cameron, et aussi du petit dinosaure, le petit Hornswoggle. Voilà. Tandis que Dolph Ziggler, il était accompagné par la doudou de Christophe Ajus, que j'ai pas besoin de vous le présenter, vous savez bien que c'est Vicky Guerrero, et Jack Swagger. Oui. Et que, si je crois bien, Brodus Clay va un peu se moquer de Dolph Ziggler par rapport que Dolph Ziggler essaye de le maîtriser au sol ou encore de l'allumer sur place, mais sauf qu'avec Brodus Clay, vu comment c'est un dinosaure, on ne peut rien lui faire. Il a fallu d'un moment d'inattention de Jack Swagger pour que Dolph Ziggler lui fait un dropkick à l'américaine, bien sûr, pas à l'européenne. Donc le dropkick, c'est un saut chassé. Je crois qu'il lui a visé le dos et qu'il atterrit au sol comme une bouse. Ouais, parce que les propos de Christophe Ajus m'ont traversé la tête. Il atterrit au sol comme une bouse. Et ça a permis à Dolph Ziggler de distraire l'arbitre, tandis que Jack Swagger, il lui fonce dessus comme un footballeur américain. Donc on peut dire c'est presque un match handicap pour Brodus Clay. Même si Jack Swagger ne participe pas dans le match, mais il faut dire avec l'aide qu'il a, justement Dolph Ziggler, ça peut avoir avantagé ce dernier. Et pourtant, à la fin, ce sera loin d'être le cas. Il a voulu essayer de l'endormir avec la prise du sommeil ou tenter le zigzag. Mais Brodus Clay nous fait une zizou. Donc il nous fait un coup de boule, mais directement dans le torse. Et il fait un splash comme s'il sautait de la piscine. Et que c'est victoire du Funkasaurus. Voilà. Et après, ils invitent les enfants, si je crois bien. Oui, les enfants, avec Hornswoggle, les Funkadactyls, à danser. Et ils font des vagues avec leurs jambes. Donc ça se termine là-dessus. Ce match-là, 3,20. Je trouvais que ça, on va dire, ça ralentissait Dolph Ziggler en affrontant Brodus Clay. Comme quoi, rien n'est aussi parfait qu'on le pensait, quoi. Mais maintenant, je me rappelle le segment entre Cody Rhodes, le Big Show et Teddy Long, qui doivent, on va dire, sur ordre de John Laurinaitis ou F. Torres, parce que maintenant c'est devenu une secrétaire pour John Laurinaitis. Et quel secrétaire, hein? Non, je dis ça, mais blague à part. Il y avait une roue, vous voyez la roue de la fortune? Eh bien là, c'est la roue
de choix de stipulation. Donc il fallait la faire tourner. Il y avait plusieurs choix. Hein. Et du coup, ben, ça atterrit sur match de table. Et que c'est là où Cody Rhodes ben, s'acharne sur Teddy Long en disant « Teddy, c'est de ta faute !» Parce que Cody Rhodes, il se dit « Je vais jamais arriver à faire passer le Big Show enfin, à travers la table. Il va jamais réussir à le faire passer à travers la table. » Moi aussi, je pensais que ce serait du gâteau pour le Big Show. Et pour Jean-Michel Faceturn, ça serait très 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 bénéfique. Alors qu'il venait d'être champion intercontinental. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'il devient champion intercontinental de l'histoire. On va dire le seul big man à devenir champion intercontinental. Ça peut être faux, car on sait bien que Diesel, Razor Ramon ont déjà été champions. Mais voilà, c'est pas le seul big man. Après, je me dis beaucoup d'allusions. Hein, je me dis beaucoup d'allusions. Mais après, pour le Big Show, il va s'amuser avec Cody Rhodes, notamment en faisant des atémies. Donc il va faire que ça, des atémies au torse. Ça peut même lui arriver à faire des atémies dans le dos. Ça peut arriver tout ça. Mais il faut dire les atémies du Big Show, un peu comme les atémies de Walter ou de Kenta Kobashi, ben, ce sont, on va dire, ben, les meilleures claques en termes d'atémies que j'ai pu écouter. Même si, encore une fois, les atémies de Kenta Kobashi sont plus électrisants et celui de Walter, ben, encore plus brut. Tandis que le Big Show, il est un peu brut, mais ça va un peu dans le côté humoristique. Et que, au moment où il fait ramener Cody Rhodes dans le ring, vous voyez comme à chaque fois, il passe par-dessus la troisième corde en montant directement sur le ring, le Big Show. Eh ben, Cody Rhodes, il fait un dropkick sur le pied du Big Show et son pied, il passe à travers la table. Alors que c'est même pas le corps. C'est même pas le corps tout entier. Et par décision arbitrage, eh ben, c'est victoire de Cody Rhodes et qui récupère son titre. Mais après, Jean-Michel Hilton a fait son apparition en Big Show. Il va commencer à allumer Cody Rhodes parce qu'il a été déçu de cette controverse. Donc il décide de le faire de chokeslam. Un KO punch à la manière de Saitama. Donc on n'a qu'à l'appeler Saitama Show. Et tandis que pour la prise du Big Show, donc le KO punch, on n'a qu'à l'appeler... on va pas l'appeler One Punch Man, on va l'appeler Big Punch Man ou Big Punch Show, quoi. Big Punch Show. Big Punch... Ah putain, j'arriverai pas à le dire en entier. Ah, faudrait que je travaille là-dessus. Donc, Big Punch Show. Voilà. Et après, ben, il fait passer à travers la table Cody Rhodes, mais le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait, et après, il y en avait une à l'extérieur de ring, il le fait passer par-dessus la troisième corde, et il passe à travers la table. Mais encore une fois, ça servait à rien. Vu comment c'est Cody Rhodes qui est champion et qui la conserve. Tout simplement. Maintenant, encore un match à stipulation. 2 au meilleur des 3 manches, pour le titre du monde poids lourd, entre Daniel Bryan et Sheamus. Je sais bien que Daniel Bryan, il fait une promo où il disait qu'il allait battre directement le champion, même s'il disait sa réponse était une question stupide, tout simplement car il va quand même tenter le tout pour le tout. Et il va aussi se vanter en disant qu'il a eu plus de copines que Sheamus et que sa barbe était beaucoup plus attirante que la sienne. Et qu'après... Vous voyez le côté de Daniel Bryan, il y a vraiment le yes, yes, yes qui pousse dans l'arène. Hein. Même si on entendait des petits noms, tandis que lui dit oui, il y en a qui dit non, ainsi de suite. Et que Edge Lee n'était pas loin à regarder de ça, vu comment on a vu le petit clip, comment ils en sont arrivés là, entre Sheamus et Daniel Bryan. Et que Daniel Bryan s'en est pris à Edge Lee
en disant 18 secondes AJ. T'as vu ce que ça fait d'avoir causé la perte de mon titre? Et que c'est là où il décide de la larguer et en disant d'aller directement au vestiaire car il ne voulait plus la voir. Et un coup que tu seras dans ta voiture, tu n'as qu'à bouffer des cheeseburgers. Je me rappelais, lors d'un épisode de SmackDown, il disait ça. Bref, il était beaucoup méchant. Même si tu as du chagrin, je m'en fiche totalement. Alors je te dis une dernière fois, barre-toi de mon ring. Et là, il me dit en criant, j'ai dit casse-toi de mon ring. Tout de suite. Et c'est là où il lui tourne le dos. Voilà, il lui tourne le dos, l'air de dire, j'ai pas besoin de toi. Tu as servi à rien dans ma montée en puissance. Et que là, je crois qu'il décide de faire payer Sheamus pour l'avoir battu en 18 secondes. Et aussi de se foutre tout le temps de sa propre gueule à Daniel Bryan. Alors que c'est un peu Bryan qui devait se foutre de la gueule de Sheamus. Et qu'on se rappelle que Sheamus avait agressé un arbitre avec un Brock Kick. Et que John Laurinaitis lui avait suspendu. Enfin, peut-être pas qu'il a suspendu, mais il lui avait donné une amende de 500 000 $ pour avoir agressé un arbitre. Et c'était là où Daniel Bryan il s'était mis dans la peau de l'arbitre en disant « Vas-y, essaie de me toucher, vas-y. Et après, tu auras une amende. » Donc, il joue avec ses nerfs. Et c'est là où ça a causé la défaite de Sheamus et qui s'en prenait à lui en le faisant un yes lock. Ouais, vu comment ça à ce moment-là où le bell lock, on ne le mentionnera plus, mais le yes lock. Bon. Passons maintenant au match au Elimination Chamber parce que j'ai cité à peu près le tournant de la rivalité. Donc, Daniel Bryan, il fait son entrée en faisant des chants yes, yes, yes. Tandis que Sheamus, il fait son entrée avec le t-shirt 18 secondes. Donc, pour encore plus se moquer de lui. Et ce que je vais citer dans le match, c'est que Daniel Bryan, il a l'air plus frais que Sheamus. Car il lui fait des prises techniques vraiment inégalables à celui de Sheamus. Car, faut dire... les talents techniques de Daniel Bryan sont beaucoup plus supérieurs à Sheamus, même si, encore une fois, Sheamus est un bagarreur. Ça lui arrive qu'il nous sort 2 ou 3, 4 techniques. Et beaucoup de puissance aussi. Mais pour Daniel Bryan, c'est plus du côté technique, psychologie et du grappling. Et que, si je me rappelle bien, il se fait exprès disqualifier, Daniel Bryan, en faisant des yes kicks... et qu'il était tout près des cordes, donc c'est là l'arbitre où il décide de le disqualifier, donc c'est 1 point pour Sheamus, et après, il en décide de le terminer avec le yes lock, et c'est là où Sheamus, il commence à perdre, donc c'est 1 partout, balle au centre, et au moment où le 3e manche apparaît, donc pendant que la cloche doit retentir, Daniel Bryan, il allait faire son dropkick à l'européenne, bien sûr en courant et en sautant vers le coin, mais sauf qu'il se fait accueillir avec un petit Brock Kick. Il se fait accueillir par un petit Brock Kick, même si Sheamus a l'air très mal en point, faut dire il a subi des yes kicks et des attaques au niveau de l'épaule, vu comment Daniel Bryan a très bien travaillé sur l'épaule de Sheamus, mais que ça va pas calmer et arrêter le guerrier celte, vu comment ce sera lui qui aura le dernier mot, et qui le bat avec un Brock Kick. Donc voilà, c'est 2-1, et c'est Sheamus qui ressort vainqueur. Ce match-là, oh là là, je ne sais pas si je l'avais déjà noté. Oh, c'est un gros point d'interrogation. Oh putain. J'aimerais bien mettre une note globale provisoirement. J'aimerais bien mettre la note globale provisoirement, mais il faut dire, j'ai pas fait de capture d'écran pour voir si j'ai noté ou pas. Hein. Faut dire, je n'ai rien prévu pour cette vidéo. J'ai juste pris la carte du show et vous le citez, quoi. Mais sinon, je ne sais pas, quoi. Mais le match était beaucoup plus bon qu'à WrestleMania et les autres matchs précédents, justement. Je lui mets 3,60. Si ça n'a pas été déjà fait, j'irai vérifier. Et que si jamais je l'ai déjà noté, je dirais pas 3,60.
car je l'avais déjà noté. Donc voilà, vous savez quoi. Match à handicap cette fois-ci. Ryback contre Aaron Relic et Jay Hatton. Donc Aaron Relic et Jay Hatton, ben, en fait ce sont deux jobbers quoi. Et que ça me rappelle, bien sûr, ça vous rappelle peut-être qui, ou si ça vous rappelle rien, ben je vais vous dire, ça rappelle les matchs de Ryback. Pour monter en puissance, il a dû démolir des jobbers, et pour qu'ils soient peut-être dans le main event. En tout cas, ça me laisse penser de dire, il détruit les jobbers un à un avant de monter en puissance et affronter ben, les catcheurs déjà bien établis. Et que lors d'un épisode de SmackDown, il avait fait, entre guillemets, ses débuts, mais moi je dirais retour, parce qu'à la base, Ryback s'appelait Skip Sheffield. Voilà, donc un nouveau nom pour celui qui se fera appeler le Big Guy, mais si je crois bien, il avait déjà utilisé à la OVW, je crois, ou d'autres fédérations qu'il est passé. Bref. Pour moi, je me demande à qui appartient le match handicap. Est-ce que c'est pour Ryback ou alors est-ce que ce sont les deux rigolos? Car je me rappelle que l'un des deux va dire 1, c'est beaucoup pas si puissant que 2. 2, c'est plus fort que 1. Donc voilà leur catchphrase, enfin leur catchphrase qui vont pas tenir la route. Donc je me dis c'est les jobbers, le match handicap justement, car Ryback il va les squasher tous les deux un à un, comme ça il n'y a pas de jaloux, et il les bat directement avec un shell shock. Voilà, avec le tombé spécial, et que c'est justement Ryback qui remporte la victoire. Ce match-là, je sais pas si fort kiffé, même si honnêtement j'avais un peu adoré comment Ryback détruisait les jobbers, mais faut dire c'est pas du meilleur match, honnêtement. Je lui mets 2,70. Je suis méchant, mais je le mets ça parce que pour moi, Ryback n'est pas si en danger face à deux jobbers. Mettant-lui-en 1 ou 2, même 3, il te les bouffe, quoi. Donc voilà, j'en ai fini avec ce match-là. Un match que j'ai bien apprécié. Oui, un match que j'ai beaucoup apprécié. CM Punk contre Chris Jericho dans un Chicago Street Fight pour le championnat de la WWE. Là, j'ai bien aimé. Et pour cause, Chris Jericho qui n'a pas arrêté de harceler Punk en le faisant rappeler que sa famille ne sont que des mauvaises personnes, que ce sont des gens toxiques de la société, que ce sont des délabrés, des colibés décérébrés, et qu'il n'arrête pas de le faire rappeler que son père est un alcoolique, que sa soeur c'est une droguée, et que lui c'est qu'un FDP, je sais pas s'il lui a dit ça, mais en tout cas il n'a pas arrêté de le faire rappeler, et qu'on voyait des caméras, CM Punk rentrer dans un peuple, donc dans un bar, et qu'on le voit sortir, et que en gros Chris Jericho essaye de nous faire rappeler, donc il essaye que nous, on réfléchisse en tant que fans, que le côté stratège que CM Punk nous sort depuis ses débuts à la WWE, même ses débuts dans le catch, ce sont, on va dire, des paroles en l'air, que c'est archi faux, que c'est qu'une gimmick, et que il nous a menti depuis le début. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il boit pour de vrai? Est-ce qu'il se drogue? Est-ce qu'il fume? Ou encore, est-ce qu'il a d'autres addictions auxquelles il a peut-être cité, mais qu'on ne le sait pas? Car en tant que stratège, vous savez bien à quoi ça signifie. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne se drogue pas, on ne prend pas beaucoup de médicaments, on n'a aucun vice, et que lui, comme il a toujours fait rappeler, CM Punk, il ne boit pas, il ne se drogue pas, il ne fume pas,
il prend aucun médicament pour se droguer, il a aucun vice, et que sa seule addiction, sa seule drogue, c'est le catch. Et que après on se rappelle encore d'un autre scènement, où on le voit dans le vestiaire avec une bouteille de Jack Daniels, je crois, comme s'il était en train de siroter, ou encore il faisait une crise de nerfs dans son vestiaire, comme s'il était réellement vénère après Jericho. En gros, Jericho, il essaye de faire passer CM Punk pour le pire des menteurs. Et qu'on se rappelle du scènement de test de limite. Donc, vous voyez, pour franchir la limite en marchant sur la ligne, eh ben, il va arriver à l'arène complètement ivre, comme s'il était réellement bourré. Et que l'agent de police lui dit quelles sont les lettres de l'alphabet à l'endroit ou à l'envers. Et que là, on se rappelle qu'il aura cité les lettres alphabet à l'envers, totalement normal, et qui va traverser la limite en marchant droit et en marchant à l'arrière totalement droit, jusqu'à arriver à A, et qu'il allume Chris Jericho. Donc pour le faire comprendre qu'il a fait semblant depuis le début, c'était pour attirer sa curiosité et aussi faire croire qu'il buvait alors qu'il ne buvait pas. Donc il a tenu sa parole et j'espère qu'il est comme ça dans la vraie vie. Je l'espère parce que j'espère que CM Punk n'est pas un gros mytho à ce point-là. Parce que ça peut lui arriver de mentir, mais j'espère qu'en termes de ça, il est honnête. Parce que c'est en reconnaissant les gens honnêtes qu'on se reconnaît entre eux. Donc Chris Jericho, il fait son entrée en premier. Il fait son entrée en premier. Bien sûr sur les sifflets du public, parce qu'on est à Chicago, chez CM Punk, et que bien sûr, Chris Jericho n'est pas le bienvenu, alors qu'il n'est pas en slip, mais en pantalon avec sa tenue, quoi. Et c'est pareil pour CM Punk. Il ne va pas arriver en calbar, il va arriver en pantalon. De toute façon, c'est un peu traditionnel de Chicago. Donc il arrive en pantalon, avec le t-shirt Drug Free, qui veut dire consommer pas de drogue, enfin qui ne consomme pas de drogue. C'est vrai qu'on peut dire libérer les drogues, mais dans le t-shirt qui est marqué avec crâne de tête de mort, il est marqué il consomme pas du tout de drogue. Et que, divine surprise, la sœur de CM Punk était au premier rang. Donc c'est là où les deux hommes, ils commencent à faire la présentation avant de passer à la bagarre traditionnelle chicagonien. Donc ils s'affrontent dans le ring comme à l'extérieur. Et je me rappelle quand Chris Jericho, il dominait, il disait « Allez, vas-y, regarde ta sœur, avant de lui mettre une claque dans la tête. Ou encore quand il va à l'extérieur du ring. Et là, Christophe a juste nous fait rappeler, Jericho n'a pas peur de mettre ses mains dans le corbouillis. Ouais, parce que faut dire, il n'a pas peur de tabasser quelqu'un dans les yeux de quelqu'un d'autre. Par exemple, ça peut être un père, une mère, un mari, ce que vous voulez. Vu comment il avait déjà fait ça à la femme de Shawn Michaels, Chris Jericho. Donc, il tabasse CM Punk dans les yeux de la sœur de CM Punk. Et que je me rappelle qu'il s'approchait près d'elle, pas pour venir le draguer ou lui demander un rencard, mais plutôt pour l'insulter. Et justement, cette dernière, elle lui a giflé à la gueule. Et bien sûr, elle s'est fait acclamer par le public, car elle n'a pas eu peur de gifler Jericho. Et que Jericho, problème d'ego, il voulait s'en prendre à une femme. C'est là où l'instinct du grand frère a dû intervenir. Donc le grand frère, c'est CM Punk. Et qui commence à allumer justement Chris Jericho, notamment en le faisant passer à travers les petites planches des tables de commentateurs. Et justement, après, ah non, je me rappelais qu'il lui avait arrosé de la bière dessus. Je me rappelais que Chris Jericho lui avait arrosé de la bière sur CM Punk avant de boire justement une bière. Et que c'est là où CM Punk, il allume avec un kendo stick. Et c'est justement là où il s'en prenait à la sœur. Et que là, CM Punk se déchaîne.
et que je me rappelle lorsqu'il était coincé dans un Walls of Jericho, eh ben, il a pris l'extincteur, eh ben, il lui a fait geler les yeux. Et là, ben, justement, il ne pouvait plus rien voir vu comment il voit tout blanc. Et qu'après, si je crois bien, il fait la descente du coude à la Macho Man, un peu comme à WrestleMania 28. Et après, ça jouait au finish. Hein. The Walls of Jericho, Code Breaker, 2 fois sur CM Punk, mais à chaque fois CM Punk s'en relève. Go to Sleep, Jericho s'en relève. Anaconda Vice, ça va rien suffire vu comment Chris Jericho il prend le kendo stick, il le fouette la tête, le dos, tout ce qu'il peut. Avant de tenter un nouveau Code Breaker, mais sauf que Chris Jericho, CM Punk il le bloque et il fait le coup du boomerang, Go to Sleep, et il bat justement Chris Jericho. Et il conserve son titre, et après il va courir dans le public, et il va se jeter vers son public, et c'est justement magnifique. Celui-là, je sais que je l'ai déjà noté, donc j'ai pas besoin de noter, ce sera noté dans la description. Voilà. Ensuite, match féminin, après Extreme Rules match, après ce sera terminé. Pour le titre des divas justement, Layla contre Nikki Bella. Donc c'est là où Nikki, elle avait un peu peur d'affronter, entre guillemets, Beth Phoenix. Parce que Beth Phoenix, elle était réellement blessée. Et c'est justement à cause de ça qu'elle a perdu le titre face à Nikki Bella. Et que, attendez, si je crois bien, elle avait peur de réaffronter Beth Phoenix ou encore Karma. Donc elle disait « Ah, c'est cool, on va pas affronter Karma, c'est trop cool !» Mais sauf qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va affronter Layla. Bon, certes, Layla, c'est pas une surprise, mais elle fait quand même son retour, ça peut être appréciable, même si c'est moyen. Donc elle commence à se dévoiler, alors que Nikki se tape une promo en disant dévoile-toi, femme mystérieuse, je t'attends. Et du coup, c'est Layla qui a fait son apparition. Le match débute. Elle commence à se auto-allumer, avec un peu d'échange technique, mais pas beaucoup. Et que, si je crois bien, Nikki a switché avec Brie. Et que du coup, c'est à ce moment-là où Layla fait le Facebusters. Et que elle bat justement Brie, alors que ce n'est même pas Nikki. Donc, c'est victoire de Layla. 3,20 ce match-là. Maintenant, le main event. Et qu'on se rappelle de promo de John Laurinaitis en disant « Ouais, peu importe. De toute façon, tout ce qui se passe entre moi et Triple H, c'est pas tes affaires. Car le pouvoir du peuple aura raison de ce show. Car John Cena va affronter le nouveau visage de la WWE, Brock Lesnar. Haha !» Donc, oui, John Cena va affronter Brock Lesnar. On se rappelle de son retour, son grand retour, son seul et unique grand retour inattendu et choquante à la WWE, justement. Et que Brock Lesnar, il vient pour une seule raison, pour casser des gueules. Vu comment dans sa promo, il aimait dire « I'm not a superstar, I'm a ass kicker ». Je suis pas une superstar, j'adore botter les culs. Donc ça c'est une des promos mythiques de Lesnar, et qui remerciait John Laurinaitis pour lui avoir donné une crédibilité, d'avoir donné la chance de combattre et de devenir potentiellement le visage de la WWE après tant d'années. Et qu'il nous cite son parcours. Par exemple, il a été champion universitaire, champion de collège en termes de lutte, 3 fois champion de la WWE à cette époque. Et aussi champion de la UFC, donc c'est pas pour rien, qui se fait appeler un des mecs les plus dangereux, et que lorsqu'il est revenu à Raw, lorsqu'il a vu John Cena, il s'est dit qu'il voulait justement le flinter en le piquant sa place, vu comment John Cena lui avait entre guillemets piqué sa place, et qu'on se rappelle du tabassage de John Cena quand il avait fini en sang de la bouche, avec un seul coup de poing. Je pense pas que c'était un capsule qu'il avait. Je crois qu'il lui a vraiment mis un coup de poing dans la bouche. Et que je me rappelle
quand John Cena, ben, vous saviez qu'il traversait une mauvaise passe. Il traverse une mauvaise passe à cette période, John Cena. Il a failli perdre la plupart de ses matchs, faut dire, après une défaite face à The Rock à WrestleMania 28. On commence un peu à sentir le vent tourner. Et aussi qu'il était en plein divorce avec sa première femme de l'époque. Mais bon, ça, je ne vais pas citer sa vie privée, si ce n'est qu'il était un peu mal à cette période. Et que, si je me rappelle bien, Brock Lesnar lui avait donné un sacré coup de pied dans les bijoux de famille avant de lui faire un F5. Et que les commentateurs, surtout la voix de Michael Cole, faut dire, il n'y a que lui qu'on voit dans les storylines, où il cite, ben, depuis la défaite de John Cena face à The Rock, eh ben, il perd toute confiance en lui. Il a fallu que ce soit les motivations de Edge, le fraîchement Hall of Famer, qui vient le remotiver, lui faire rappeler de l'ancien John Cena, celui qui se faisait appeler la Kaira, en disant qu'il s'était battu pour arriver au sommet, pour devenir le visage à la WWE. Et aussi, il cite tel que John Cena. Mais est-ce que tu penses à Brock Lesnar? Si tu n'arrives pas à battre Brock Lesnar, ce sera, on va dire, la fin pour toi. Tu resteras, on va dire, qu'un piètre victime par Brock Lesnar. Alors que Brock Lesnar venait de faire son retour. Et que c'est là où il a eu l'idée de la chaîne du Chain Gang. Donc, une story assez intense et passionnant. Donc vous savez bien qu'on passe directement au main event. Brock Lesnar, il fait son entrée en premier en portant le t-shirt de la bête. Et on sait bien que c'est là où Christophe Ajuste, eh bien, il nous cite tout son palmarès. Ancien vainqueur du Royal Rumble, ancien King of the Ring, ancien champion 3 fois de la WWE. Bien sûr, il aurait pu citer IWGP du monde poids lourd, que ce soit de la NJPW ou de la Inoki Genome, c'est le même titre. Champion UFC, ça on le sait. Et que à cette époque-là, on l'appelait encore The Next Big Thing, même si The Next Big Thing n'a rien de Next Big Thing, il y a quelque chose d'une bête. Mais il gardait encore le pseudo catchphrase de Taz, Here comes the pain, jusqu'à ce que ça se passe en mode Here comes the beast. Et que là, John Cena, il arrive en faisant son entrée avec la chaîne du Chain Gang. Et que au début, la cloche sonne, John Cena fonce sur Brock Lesnar. Et c'est là où Brock Lesnar, ben, il lui défonce le crâne en lui donnant des coups de coude directement dans le crâne. Là, je spoil, hein, pour certains qui n'ont pas vu ce match. Donc, si vous voulez avancer une trentaine de minutes, je vous invite. Mais c'est là où il lui défonce le crâne avec un coup de coude. Et qu'après, un coup de la corde à linge, il sèche John Cena. Et que John Cena, si je me rappelle bien, il a voulu partir en single leg takedown. Mais avec Brock Lesnar, faut pas trop jouer avec la lutte. Car la lutte, Brock Lesnar, il s'y connaît. Faut pas trop jouer sur ce terrain. Et John Cena, il vient y jouer. Et pourtant, il déguste des rafales de coups de poing dans l'ouverture du crâne. Et qu'après, ben, le match a dû un petit peu être stoppé, car les médecins ont dû essayer de lui, on va dire, arrêter l'hémorragie au niveau du crâne, parce que si on voit bien en replay, ben, il lui donne un sacré coup de coude dans le crâne. Et qu'après, malgré que John Cena se fait, on va dire, un peu soigner, et ben, il repart à l'attaque et il se fait encore allumer par Brock Lesnar. Donc on se dit, ça y est, le match entre Brock Lesnar et John Cena, c'est un squash, c'est une punition pour John Cena. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc encore le médecin intervient pour essayer de le faire arrêter l'hémorragie, mais que John Cena, il trouve la lucidité de lui glisser un coup de coude dans la tête de Brock Lesnar. Il a voulu partir encore en AA, donc en double A. Mais Brock Lesnar, il a calculé la stratégie de John Cena. Il lui fait 2 German suplex. Là, je m'en rappelle très bien de ce match. Hein. Je m'en rappelle très très bien. Faut dire, ça fait longtemps et pourtant, j'ai rien oublié durant ce match-là.
et qu'il a voulu encore partir en germaine, mais que John Cena, ben, il se défend avec des séries de coups de coude. Il fait un coup de bélier, mais malheureusement, l'arbitre, Charles Robinson, eh ben, il se reçoit un coup dans la tête de la part de Brock Lesnar, par accident, bien sûr. Et au moment où John Cena voulait partir un coup de bélier, ben, Brock Lesnar lui répond avec le coup de bélier. Et après, tabassage, tabassage, tabassage. Il lui enchaîne les deux pieds avant de lui glisser un clothesline. Et après, ben, il lui met dans le coin du poteau, il l'allume avec des coups de poing. Il va voir l'arbitre s'il bouge encore. Et il faut dire, l'arbitre, il fait dodo suite au coup de coude qu'il a reçu par Brock Lesnar. Tandis que Brock Lesnar, bah, il domine vraiment comme une bête. Hein. Même si John Cena riposte, mais il se fait accueillir dans les escaliers. Brock Lesnar, bah, il soulève l'arbitre pour le faire remonter dans le ring pour qu'il se réveille. John Cena, je ne sais pas ce qu'il a, mais il avait pris la chaîne pour essayer de se défendre, mais trop tentant, c'est trop tentant. Donc on a compris que Brock Lesnar va jouer avec John Cena. Même s'il tente encore un double A, mais ça n'a encore rien suffi. Un F5, c'est encore Charles Robinson qui va se ramasser une. Et cette fois-ci, il s'est pris les jambes de Cena dans la figure. Mais que Brock Lesnar, il fait le tomber. Là, un autre arbitre vient pour faire le tomber, mais ça ne va pas suffire. Donc il s'en prend à un autre arbitre. Il va chercher aussi l'escalier en acier. Et que je sais bien que Brock Lesnar, il commence à pavoiser avec le public. Tandis que John Cena, il lui fait un You Can See Me à Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar le calme avec un coup de genou en partant en Kimura Lock. Donc encore un peu, il cassait réellement le bras de John Cena. Mais John Cena, heureusement qu'il ne va pas se laisser casser le bras pour de bon, car il le fait tomber dans l'escalier justement. Il essaie de faire sa descente de la cuisse de la troisième corde, mais il aura esquivé Brock Lesnar. Et là, Brock Lesnar, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu voltiger. Il va commencer à s'élancer dans les cordes, il va sauter en visant John Cena dans la cible, mais surtout, il va tomber en arrière, et là, j'ai cru qu'il allait se briser la nuque. Il allait se briser la nuque, mais en fait, il s'était fait mal au genou. Même s'il nous fait signaler au public qu'il a rien, qu'il va bien, et qu'il veut repartir pour un coup. Et c'est là où John Cena, il avait prévu le coup. Il avait la chaîne du Chain Gang pour lui donner un coup fatal dans la figure. Et c'est là où Brock Lesnar, il saigne à son tour. Et là, John Cena, il part en attitude adjustment et il bat justement Brock Lesnar. Donc, il a battu Brock Lesnar parce qu'il était réellement KO. Même s'il y en a qui diront que John Cena a enterré Brock Lesnar. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est vrai, pour un retour, c'est mieux faire gagner celui qui est en train de faire son retour et qui est en train de monter en puissance. Ça, je suis d'accord. Mais que c'est vrai que la victoire, est-ce que c'est mérité ou non? Ça reste à voir. Et que je sais bien que John Cena, il nous fait signaler, notamment, il parlait à sa maman en disant que son bras est pété et qu'il doit, on va dire, prendre du repos. Et c'est là où il prend le micro, où il parle au public en disant que qu'il va sûrement rentrer à la maison et qu'il connaît sûrement son boss et que s'il lui met à la porte, ben, ce sera devant les caméras. Et que là, il s'adresse au public de Chicago en disant il sait que c'est la ville de CM Punk, mais c'est aussi une ville de catch. Et qu'après tout ce qu'il a laissé des traces dans ce match, il aura tout donné pour donner le plus bon spectacle au public, que ce soit les méchants, les gentils, les grands, les petits, et qu'il remercie infiniment le public. Et que le show se termine. Waouh! Waouh! Vous voyez, il est très 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 long. C'est pour ça que je sors cette dernière vidéo pour aujourd'hui, car sachez que durant toute la journée, je ne serai pas, on va dire, faire des vidéos, car je suis un peu occupé. Peut-être dans 2 ou 3 jours, je pourrai en faire, mais voilà. Mais sinon, pour ce match-là,
Certes, c'est rien de spécial, mais j'ai adoré l'intensité. J'ai adoré vraiment l'intensité dans ce match, même si on peut dire que c'est pas du catch, c'est plus du MMA que du catch, mais que j'ai quand même bien apprécié. Ouais, parce que faut dire, si jamais vous dites que c'est pas un match de catch, je comprends, c'est plutôt du MMA que du catch. Mais chacun ses goûts. Si moi j'ai apprécié ce match, certes du côté extrême, dans le côté sanglant, parce que c'est vrai que ça nous manquait un peu le côté sanglant et de côté choquante. Pour ce match-là, je ne sais pas ce que je pourrais noter. Je pourrais peut-être lui noter un... Je pourrais le mettre un 4,20, pourquoi pas. Ouais, allez, je vais le mettre un 4,20. Peu importe si c'est pas votre match préféré, mais moi je me rappelle que j'étais à la fois choqué, mais j'ai aussi surkiffé et que j'ai adoré. Peu importe, ça aurait pu être la victoire de Brock Lesnar ou de John Cena. Voilà. Peut-être vous me direz que je suis pas assez objectif ou alors que j'ai été un peu bête sur ce coup-là, mais je lui mets ça malgré tout. Et encore une fois, si c'est pas, on va dire, votre match préféré ou encore c'est pas le truc que vous attendez le plus, mais j'ai surkiffé. Malgré tout, j'ai surkiffé. Et j'ai fini avec cette review. Pour ce qui est le petit bonus qui était une interview de CM Punk, voilà, je vous dis ça directement. Match, sainement promo et l'ensemble. Excusez-moi si vous entendez une sirène, mais voilà, je vais aller direct crescendo parce que je vois qu'il dure 46 minutes et 50 secondes. Je lui mets un 4,40. Je mets un 4,40. Ça peut convenir. Voilà. Donc si c'est pas à votre goût, je suis désolé pour vous, mais si ça me plaît, ben, ça me concerne que moi. Donc, comme j'ai dit, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment beaucoup plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.